Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Encore notre Thierry qui joue les perturbateurs. C'est devenu une tradition. Ah, racaille. C'est le petit rituel du début d'émission le mardi matin. Sur Radio Libertaire, vous l'êtes. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. À Racaille, une émission hebdomadaire, je sais plus quoi dire. Voilà, avec notre camarade Piquécou à la régie. Ah, il y a tant d'autres choses. Notre camarade Jean, notre hussard noir, qui est là, à gauche. Salut les filles. Toujours à gauche. Bonjour tout le monde. Qui est notre historien d'art en plus. Attention, c'est lui qui est à la main sur cette émission. Bon, une main de velours. Une main de velours dans un gant de fer. Et comme il n'arrive pas à enlever sa main de son gant, c'est chiant. Bon, l'intitulé... Oh là, ça, il va falloir que tu m'expliques, mais on fera ça après. L'intitulé de cette émission, à la truelle et au mortier. Vous savez qu'il s'agit évidemment de peinture, il ne s'agit pas de littérature. Quoique, à la truelle et au mortier, maintenant, c'est un petit peu ça la littérature. Pour une émission donc consacrée, le donc est de trop, mais vous m'en pardonnerez, vous m'en excuserez, j'ai quand même déblayé un petit peu le terrain des donc. L'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique en toc. L'artiste et la religion, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité. Oui, tout ça ce matin, entre 11h30, entre 11h et midi et demi, pardon. Voilà, on va démarrer là-dessus. Et mes camarades ont quelque chose à ajouter tout de suite à présent dans le poste, non? Non. Bonjour. Pas de petites citations aujourd'hui? Ah bah oui, alors, voilà, c'est ce que je voulais que vous disiez. Enfin bon. Oui, c'est ça. C'était pour nous provoquer. Rien à voir avec un oubli, attention. Non, pour savoir si vous suivez l'émission, quoi. Mais... Bon. Alors, notre petite citation du camarade Desproges, toujours lui, bah oui, parce que bon, autant en profiter, hein, on en a un, au moins il y a de l'humour. Les femmes et le Bordeaux, vous entendez, les femmes et le Bordeaux, je parle du divin nectar. Je crois que ce sont les deux seules raisons de survivre. Il paraît d'ailleurs qu'il avait une cave. Ah ouais il pouvait, hein, en même temps, avec nos sous. Mais par contre, une femme... si je puis me permettre, qui lâchait pas les bouteilles très facilement. Pas bon. C'est le rôle des femmes.
C'était Jacques Dutronc, l'opportuniste. Vous êtes, oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Vous écoutez à Racaille. Cette émission qui commence à gratouiller le paf et même le pif. Voilà. Ici, le pif, c'est quand on a un petit coup de... Bref. Y aurait-il comme un regret, une critique Non, mon genre. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas amené un petit romorantin ou un petit chenin sans la noisette. Voilà, ça nous fera ça nous mettra un peu des étoiles dans la tête. Mardi prochain. Mon genre, c'est parfait. Peut-être que de proche avait une cave fabuleuse, mais l'autre genre c'est pas mal aussi. Il y en a quelques-unes. Il y a beaucoup moins de bouteilles. Il y a beaucoup moins de bouteilles. Elles ont tendance à partir avant. Parce que Madame Jean ne surveille pas beaucoup son mari. Bon. Moins que Madame Desproges, on va dire. Moins que Madame Desproges. Elle est plus libérale. Alors, comme tous les mardis, il y a la minitude de Bonbon la Science qui est à ma gauche, qui est à l'occasion Hussard Noir de la République, voilà. Consacré ce matin, pour ma petite part, à Julie de Médicis. Vous méprenez pas, hein. Bon. C'est sur ce fameux volatile dont on fait des terrines de foie gras assez goûteuses, c'est pas mon Jean qui me contredira. Un petit articulet sur notre camarade Aurélie Filippetti. Non. Oui. Heureusement qu'il y a le canard pour nous en causer, parce que la porc a fait pas la une des gazettes, hélas, qui ces derniers temps ne perd jamais une occasion de plaire à Hollande, vous savez, le petite chose à roulette, la petite prostate à roulette, là. Sois pas jalouse comme ça. Et dispose à ce propos d'un flair étonnant. Je parlais toujours d'Aurélie Filippetti. À la veille de Noël, la ministre a nommé par arrêté comme chaque année les 4 personnalités françaises du monde de la culture qui composeront le jury 2014 de la prestigieuse Villa Médicis à Rome. Vous savez que cette Villa Médicis qui existe depuis quand, mon Jean? Ouf. Toi qui es historien de l'art, enfin bon. Non, la villa elle-même depuis très longtemps. Oui, depuis les Médicis. Mais autrement, sans doute Napoléon. Napoléon III. Napoléon Bonaparte. Bonaparte. Non, je pense que c'est plus Bonaparte. Plus ancien que ça. Et c'est une villa qui accueille régulièrement des écrivains, des musiciens, des plasticiens, des architectes qui vont faire un séjour plus ou moins long dans cette villa où ils peuvent s'adonner à leur passe-temps favori. Pour les uns, l'écriture, pour les autres, la musique, pour les autres, la peinture, pour les autres, l'architecture, etc., etc. Voilà. Et pour ça, il y a un jury qui est désigné chaque année, une partie du jury, parce qu'il est renouvelé par 4 membres, du monde de la culture. Ce jury, voilà. Et le 2014 sera un jury de 7 membres au total, en comptant le directeur de l'institution, Éric de Chassey. Oui, c'est pas Bernard Dupont, c'est Éric de Chassey, et 2 autres administrateurs de la villa. Voilà. Bon. Surprise! Parmi les 4 heureux élus de Filippetti se trouve une certaine Julie Gaillet. Oh, la danseuse la danseuse de la petite prostate à roulette. Voilà. Au printemps, l'actrice siégera ainsi aux côtés de Marie-Agnès Gillot, une danseuse étoile de l'Opéra de Paris, la plasticienne Anne-Marie Clairet, inconnue au bataillon, mais comme elle est connue de la ministre de la Culture, c'est une référence, et la compositrice Julia Ronchetti. Bon, ce jury qui représente une belle carte de visite pour la suite, évidemment, quand on a été prix de Rome, après on est tranquille, mais quand on était jury encore plus, parce qu'on n'est plus en danger, sera chargé d'auditionner à Paris et de désigner les futurs pensionnaires de l'Académie de France à Rome, qu'ils intégreront en septembre. Coup de bol supplémentaire, cette nomination devrait signer la paix entre la rue de Valois et le château, autrement dit la présidence de la République, sur le douloureux sujet de la Villa Médicis. Des fois, il y a des termes qui sont vraiment pas appropriés. Enfin bon. En septembre 2012, comme l'avait raconté Le Canard, en son temps,
Filippetti s'était en effet vu imposer par Hollande le renouvellement du mandat du directeur Éric de Chassey, un compagnon de je sais pas quoi, mais enfin bon, Hollande aussi, lui, il fait pas dans le prolo. Hein. Dont l'accompagne la comédienne Anne Consigny, mais on se croirait vraiment au temps des Médicis, est une amie et un fervent soutien de l'Élysée. C'est bizarre tout ça. Enfin bon. Une rude bataille qui avait laissé des traces. La réconciliation, c'est maintenant, parce que vous savez que maintenant, voilà cette charmante jeune femme comédienne qui s'appelle Gaillet, Julie, et la danseuse du président. Voilà. Nommer des soutiens, c'est du petit ordinaire, on va dire. C'est normal. Mais Julie Gaillet, c'est quand même un petit peu plus gênant, je trouve. Parce que alors, ça renifle les années Sarkozy à plein pot. Le népotisme qu'on a dénoncé chez ce mec-là, dire, voilà. Robolote. Ouais. Non, mais c'est... Pas de raison d'épargner Hollande, quoi. Et puis l'autre, il ricane, évidemment, parce que... Voilà, enfin, en fait, pour vous dire la vérité, perso, je m'en tape complètement. Ça me permet de baver dans le micro quelques minutes le mardi matin. Pour moi, c'est le principal. Le reste, j'en ai rien à foutre. Hein. Bon, avant d'en venir au livre de la semaine à proprement parler, je voudrais vous dire deux mots si tu n'y vois pas d'inconvénient, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, sur un petit bijou de poésie douce amère et gratuite, qui plus est, qui a été écrit par une jeune femme dont le compagnon est mort brutalement il y a 5 ans. Alors, elle n'arrive toujours pas à tourner la page, si j'ose dire. Tout le monde n'a pas la chance de connaître quelqu'un qui l'aide à grandir ou à colmater les brèches ouvertes par l'absence, tu vois. Alors elle s'est fendue sur son blog, qui est très original, avec un ton vraiment particulier, de ce petit lexique à l'usage des veuves. Je vous fais grâce de certaines définitions, il y en a qui m'ont carrément fait chialer, et d'autant que vous avez pu remarquer quand même, pour ceux qui suivent régulièrement cette émission, que j'étais entouré de 2 chialeuses de concours. En particulier celle qui est à ma droite là. Je vais seulement vous en citer 2 qui ont pour moi la bonne distance, tu vois, entre ironie mordante et tendresse chamallow, on va dire. La première, c'est le mot matelas. Voilà, elle donne la définition suivante: objet utilitaire beaucoup trop grand. Je rappelle que c'est un petit lexique à l'usage des veuves. Je suis d'accord. Voilà. La seconde, c'est refaire ta vie, l'expression refaire ta vie. Pour elle, expression rassurante qui confirme que vous avez raté l'amour. Voilà, à vos mouchoirs, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Elle est très sympathique, cette jeune femme. Elle montre même ses fesses à un moment. Elle peut venir dans l'émission quand elle veut. Le blog, c'est http://www.enclumeuse.com. Voilà, enclumeuse.com, c'est vraiment un blog sympa. Si vous rajoutez un / 2009, un / 12 en chiffres, un / petit-lexique-l'usage sans trait d'union, -d-veuve-absence.html, vous débarquez directement sur le lexique en question. Mais en tout cas, voilà, enclumeuse.com, vous cherchez un petit peu. Et le livre de la semaine, en vitrine à la librairie Publico, c'est Féminisme et antimilitarisme par André Michel. André un prénom qu'on apprécie particulièrement dans cette maison ou dans cette émission. Ça, c'est aux éditions X, qui sont issues de la bibliothèque du féminisme, Robert. Voilà, alors André Michel, elle est née en 1920, c'est une féministe de la première heure. Une pionnière, on va dire, des études sur le rôle et la place des femmes dans la famille et dans la société. Elle est membre de Pénélope, au pluriel, une agence féministe française d'information, il n'y en a pas des masses, qui a pour but de promouvoir et de diffuser des informations sur l'actualité internationale du point de vue des femmes. Alors sais-tu, mon Robert, comment elle qualifie l'industrie de l'armement, André Michel, de formation sociale aggravée du patriarcat.
et c'est très argumenté derrière, je peux te dire que c'est implacable. Hein. Il faut dire que c'est l'une des rares en France à travailler sur l'articulation du pouvoir d'État avec le puissant lobby de l'armement. Hein. Les autres observent un silence prudent, on va dire. Hein. Elle analyse depuis longtemps la culture de guerre qui en découle, je reprends ses propres termes, à travers le prisme, tu vois, de la classe sociale et du sexe. Hein, un modèle qui a pour conséquence inéluctable une extension des conflits armés, ça on l'a pu le remarquer, et une aggravation des pauvretés qui frappent les hommes comme les femmes, mais stigmatise durablement, ou plus durablement, les secondes. Hein. Les viols de guerre et la prostitution au service des armées ne sont, on va dire, que les exemples les plus visibles, hein, les plus frappants des violences exercées à leur encontre. Avant, explique-t-elle, hein, je me disais pacifiste. Aujourd'hui, je préfère me déclarer antimilitariste pour signifier mon opposition à toutes les opérations menées pour promouvoir la production et la vente d'armement. Composé en deux parties, la guerre contre les femmes et résistance féministe, ce recueil rassemble à côté d'articles de fond qui ont été publiés dès les années 80, les textes inédits d'intervention dans des colloques internationaux, notamment en Colombie, à l'invitation d'organisations féministes. Voilà, c'est encore un livre recommandé par les animatrices de l'émission Femmes Libres, qui a lieu tous les mercredis à 18h30 sur cette même radio, Radio Libertaire 89.4 MHz. Voilà, Féminisme et antimilitarisme par André Michel aux éditions X. Merci mon Jean. Alors moi, avant de lire ma mini-tube, en fait, Jean m'a passé un tract qui concerne la maternité des Lilas. Donc, je vais en faire part. La maternité des Lilas vivra au Lilas. Donc, la victoire en 2014. Il y a une manifestation samedi 25 janvier à 14h avec un départ place du Châtelet en direction de la place des Victoires. Il y a aussi une pétition en ligne sur le site www.change.org/maternité des Lilas. Donc important parce qu'il est toujours question de déplacer cette maternité et de faire disparaître tout ce qu'elle a d'important. C'est un des rares lieux en Île-de-France et peut-être en France où on peut accoucher dans le respect de la femme, de l'enfant, de la famille. Enfin. Voilà, donc ma mini-tube maintenant. Donc... Ça va être l'international de ceux qui ont fréquenté la maternité des Lilas. Voilà, exactement. Voilà. C'est celui qui garde maintenant la petite Lisa, tous les mercredis. Je précise ça pour... Donc Jean, tu seras au rendez-vous samedi, on compte sur toi. Oui, absolument, bien sûr, avec ma poussette. Donc, quand Veolia coupe l'eau et les vivres. Non seulement Veolia coupe l'eau aux familles pauvres qui ont des difficultés de paiement, mais ce groupe vient de couper les vivres à un de ses employés en le licenciant. Pourquoi ? Parce que Marc refusait d'obéir et de priver des familles d'Avignon de cet accès à un bien commun, l'eau. Ce technicien au service clientèle aurait contrarié entre 2006 et 2013 la coupure de près d'1 millier de branchements d'arrivée d'eau. Bravo ! Bravo, c'est vrai. Non. Voilà. Il se refusait à couper l'eau. Il préférait négocier avec les familles et trouver d'autres solutions, comme des échelonnements de paiement. C'est scandaleux. Indique le secrétaire général de l'Union locale CGT Pays d'Avignon. Ces familles étant des foyers en difficulté et non des mauvais payeurs. Pour Veolia, pas de différence et logique capitaliste. Non seulement ces familles n'arrivent pas à régler leurs factures, mais la coupure et le rétablissement de l'accès à l'eau est facturé chacun 40 €. Bah oui. Veolia ne respecte pas non plus l'envoi d'une lettre de rappel 20 jours à l'avance. Marc a fait appel au prud'homme. L'audience prévue le 16 janvier dernier a été reportée au 6 mars et une pétition intitulée « Virer pour le droit à l'eau » est également en ligne. Cette affaire fait écho à celle de Jeff Duval, un agent de RDF syndiqué à la CGT, qui a été menacé de licenciement en 2012 pour avoir refusé de couper l'électricité chez des ménages pauvres. Au terme d'une forte mobilisation, le licenciement de l'agent de RDF n'a finalement pas été prononcé. Donc Veolia, fournisseur privé d'accès à l'eau, remplit chaque année un peu plus les poches de ses actionnaires au détriment des usagers et de la qualité de l'eau par un mauvais entretien des canalisations et facture de surcroît une eau trop chère. Pour reconduire ses contrats d'entretien et éviter le retour à la gestion par une régie publique, Veolia n'hésite pas à arroser financièrement les maires de communes et les associations locales. C'est ce qu'a mis en évidence le documentaire de Leslie Frank et Ordolor Lorenz, Water Makes Money, qui est sorti sur les écrans en septembre 2010. L'entreprise française Veolia n'a pas vraiment apprécié l'enquête et a tenté d'en empêcher la diffusion. Donc un doc à voir absolument si vous en avez l'occasion.
A l'inverse, la ville de Paris est revenue à une gestion publique depuis quelques années. À noter que la gestion privée de l'eau n'est pas une fatalité. Des pays comme la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège ont conservé dans le giron public la quasi-totalité de la gestion de ce service. Mieux, d'autres comme la Suisse ont inscrit le principe de la gestion publique de l'eau dans leur constitution. En Italie, à l'occasion du référendum du 13 juin 2011, les électeurs ont de la même façon refusé la privatisation de la gestion de l'eau dans leur pays. Eh ben, ils ont bien fait. Parce que vraiment... quand on pense que c'est une ressource vitale, enfin, les gens ils sont obligés d'avoir de l'eau. Non mais il y a des incohérences, tout ça pour engraisser des pauvres cons qui font travailler leur argent. Ah ouais, non, mais c'est lamentable. Mais il y a je crois que c'est le maire de l'agglomération des lacs de Viry, lui avait carrément même proposé qu'il y ait une partie d'eau qui soit complètement gratuite, c'est-à-dire ce qui est estimé pour vivre déjà correctement chaque jour. Quoi, bien sûr. Mais ces mêmes compagnies, elles ne pillent pas de l'eau que chez nous, attention. Hein. Oui, elles affament des populations complètes et tout. Enfin, je veux dire, voilà. Toi, tu parles souvent de reprise individuelle. Là, je crois qu'il est urgent de parler de reprise collective des ressources naturelles. Tout à fait. Vraiment. Et bravo à ces agents qui ont fait preuve vraiment d'un courage dont beaucoup de nos concitoyens manquent aujourd'hui. 1945. Victoire sur l'occupant nazi. La France se reconstruit. Le nouveau gouvernement adopte ses premières mesures. Il reprend le programme du Conseil national de la résistance. Les entreprises ayant collaboré deviennent propriété de l'État. Les travailleurs accéderont à un système de retraite et de sécurité sociale. Les grands moyens de production de l'énergie reviennent à la nation. Électricité et gaz deviennent services publics. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent, les actionnaires, et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Jus et gaz à tous les étages, dans les grandes villes ou les villages, pour tous c'est le tarif unique. Ça veut dire ça, service public, l'égalité entre usagers, le confort, la sécurité, c'est le cadet de leurs soucis, à ceux qui dirigent le pays. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent, les actionnaires, et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Le prix du gaz a augmenté et bientôt il va exploser. C'est pour ça qu'ils veulent la fusion, pour faire grimper les actions. Pendant ce temps, moins d'entretien sur les tuyaux, sur les conduites. Accident et panne, ça revient. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de fuite. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent, les actionnaires, et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. La liberté change de nom, on dit libéralisation. Ils licencient, délocalisent, en nous disant que c'est la crise. À force de nous dégoûter, de tout casser, privatiser, c'est sûr un jour ça va péter. Auront prévenu les gaziers. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent, les actionnaires, et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Gazier, usage et même combat, pour nos enfants et pour nos droits. La lutte n'est jamais finie, les requins ont gros appétit. Si on veut leur faire boire la tasse, pratiquons la lutte de classe. Puisqu'ils l'ont déjà commencé, y a pas le choix, faut riposter. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent, les actions
actionnaires. Et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Le bien commun, La belle affaire, ils s'en tamponnent. les actionnaires. Et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. La seule chose qu'ils ont oubliée, on est tous avec les gaziers. C'était la compagnie Joli Môme, ça gaze. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale et à la voix. Jean, notre hussard noir, qui va vous annoncer la suite, et ma pomme, pour une émission dont le titre, je le rappelle, l'intitulé « À la truelle et au mortier ». Bonjour. Oui, au mortier, on imagine qu'il y a un double Bah non, sens, pas hein. au mortier. Oui, oui. Ah oui, vrai. oui, quand même. Ouais, Mhm. ouais. Bon, rendez-vous avec Lucian Freud par Georgie Gregg. Après en avoir accepté le principe, Lucian Freud refusa finalement la publication d'une biographie de son vivant et dédommagea, je le dis au passage, généreusement l'auteur du premier manuscrit. Pendant les 10 dernières années de sa vie, il accepta ensuite de rencontrer régulièrement Georgie Gregg à l'heure du petit déjeuner autour d'une tasse de thé et des journaux du matin. Reconstituant le kaléidoscope des confidences reçues, celui-ci nous livre une magnifique biographie en forme de portrait intime. Mais écoutons plutôt Piquet-Cou et à travers elle Raymond Jones, un décorateur à succès qui fut le premier modèle masculin nu de Lucian Freud. Les coquins. En 1977, Lucian me dit « Je veux que tu poses pour un nu. Ce sera le premier que je ferai d'un homme. » Il fit une pause avant de poursuivre. « Avec un rat. Ça t'embêterait d'être nu avec un rat? C'est très important. » J'ai répondu « Oh, pas du tout, Lucian, ça ne m'embêterait pas du tout. Mais comment faire pour qu'il reste tranquille sur ma cuisse ?» Il a dit « Je m'en charge. » Donc je me déshabille et il apporte un rat noir qui appartenait à une amie. Pas un mot sur le caractère étrange du tableau, rien à propos du fait que le rat était près de mes testicules. Lucian ne l'a pas du tout évoqué. La seule chose que je lui ai demandé, c'était « Est-il nécessaire que je tienne le rat dès le départ? Il ne peut pas venir plus tard ?» Lucian a répondu « Non, parce que c'est l'attitude émotionnelle qui importe. Le fait que tu sois avec le rat va avoir de l'influence sur le portrait tout entier. Si le rat n'était pas là, ton esprit fonctionnerait autrement. » Je me suis contentée de cette réponse. Le rat buvait du champagne avec un demi-somnifère dans l'écuelle, mais 2 ou 3 heures plus tard, il se réveillait et commençait à battre de la queue et tout ça. Lucian le prenait, mais parfois il lui échappait. Une fois qu'on l'avait attrapé, on allait dans la cuisine, lui donner du fromage et une nouvelle rasade de champagne. Et au bout d'un quart d'heure, il se rendormait. On retournait à l'atelier travailler 1 heure de plus. Pendant 9 mois, Lucian, Raymond et le rat suivent ce rituel. Le portrait allait changer la perception de la nudité masculine dans la peinture contemporaine en mettant l'accent sur le côté impudent et cru du physique masculin. Un homme dépouillé de ses vêtements, étendu en compagnie d'un rat, constituait un drame psychologique. La vision de cet homme exhibé dans une situation inconfortable évoquait un prisonnier dans sa cellule, mais de manière plus perverse puisqu'il se trouvait dans un intérieur normal. Il n'y avait là ni noblesse, ni idéalisation. Son sexe et ses couilles sont délibérément placés au centre du tableau pour attirer le regard. Le tableau évoque le risque et la transgression sociale, sexuelle et artistique. Il était très éloigné des poses classiques de la majorité des nus antérieurs dans l'art. Il surprenait. Malgré les étranges implications du tableau, son titre ne comporte aucune indication sur qui a été peint ni pourquoi. Raymond a aussi posé pour un double portrait nu en compagnie de son compagnon platonique John, avec qui il a vécu plus de 35 ans. C'était un autre tableau en avance sur son temps qui suggérait l'affection et l'intimité entre 2 hommes, en laissant entendre qu'ils pouvaient être amants.
Ils ont les yeux clos. La main droite de Raymond repose sur la cheville gauche de son ami. L'extrémité de son pénis est cachée par le mollet de John. Avec ces deux nus de Raymond, Luciane marqua son territoire en tant qu'observateur froid. Ils sont devenus des images essentielles de son style. Voilà, alors la semaine prochaine, Piquet-Cou vous lira un deuxième extrait de ce bouquin, c'est situé vers la fin, ça raconte en fait l'amitié assez extraordinaire qui s'est construite entre Lucian Freud et la personne, et un homme qui l'a accompagné pendant les 10 dernières années de son existence. Il était rongé par le cancer en fait, et il avait vraiment d'avoir besoin de quelqu'un à ses côtés, ne serait-ce que pour le retourner dans son lit, enfin bon, tout un tas de choses comme ça, mais il a peint jusqu'au bout, et notamment, il a peint cet homme qui était donc son compagnon de vie, c'était vraiment une amitié. Voilà, vous verrez, c'est très beau. Rendez-vous avec Lucian Freud, et le thème de notre émission de mardi prochain, je le dis au passage, sera peindre ceux qu'on aime. Voilà, Rendez-vous avec Lucian Freud est édité par Christian Bourgeois. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Hamelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, fille République, fille de la calvaire. Fille de la Vous vivez un calvaire. Enfin bon, bref. Oui, bon, téléphone de la librairie 01 48 05 34 08 et site internet librairie-publico.com. Voilou. Ouais, bah c'est commentaires, camarades. Non? Non. Vous aimez Bacon, vous aimez Freud? Non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour les auditeurs. Non, nous on aime le roi, on aime Robert-Roll, on aime l'orjou. C'est pour les auditeurs, on se sacrifie tous les mardis. Ouais, tous les mardis, ou presque. Ou presque. C'était Jacques Brel, La lumière jaillira.
Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Oui, elle jaillira sur la création, d'après Dubuffet, en tout cas, de Jean Dubuffet, qui a toute sa vie travaillé, je ne veux pas dire se bagarrer, parce que c'était pas tout à fait dans son tempérament. C'est plutôt, faut dire, un petit bourgeois dans sa vie quotidienne. Marchand de vin et compagnie, c'est déjà, bon, moins dégueulasse quand même. Ça coûte cher, l'étoile, t'es marrante. Ah oui, c'est ça, oui. Justement, quand il s'est décidé à peindre, il s'est dit, bon, j'ai de quoi vivre pendant 3 ans, j'en connais un autre. et non, donc, si tu veux bien attendre pour régler les comptes privés, que cette émission soit terminée. Je vais pouvoir me consacrer enfin à la peinture à 42 ans, ce qu'il avait tenté avant, mais bon, c'était pas concluant. Après, pas non plus, mais enfin bon. Mais ce qui est important dans son travail, c'est surtout sa réflexion, plutôt que son application. Parce que bon, les œuvres, on peut en discuter quand même un peu, mais par contre, il a écrit sur l'art des choses qui pour moi sont vraiment très très importantes, surtout des techniques pour se libérer de l'acquis. Ouais, voilà. Alors, pourquoi je parle de lui dans une émission consacrée à la truelle et au mortier, parce que lui, il a tout essayé, toutes les techniques les plus aventurières ou aventureuses, pour essayer de faire un autre sort à la création, à la peinture, de sortir des académismes, parce que vous savez, même les peintures, l'art moderne, etc., c'est devenu un art académique, même à l'époque de Dubuffet, si vous voulez, il y avait des techniques de peinture, un regard sur la création picturale, etc., qui était une amélioration, si on peut dire, de l'académisme triomphant du 19e, mais c'était à peu près, le fond était le même. Hein, on prenait des pinceaux, on prenait une toile, on faisait des dessins, et c'était toujours le dessin qui était le plus important, même chez les abstraits d'ailleurs. Ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais enfin c'est un peu ça aussi, il y avait des académies qui s'étaient créées, etc. Et lui, il voulait foutre tout ça en l'air. Alors donc il a utilisé des techniques picturales avec des empattements considérables, avec tous les matériaux possibles et qui puissent s'imaginer, le plâtre, à la truelle justement, voilà, tout un tas de choses, de la terre, etc., etc. Il y a été joyeusement, mais tout ça dans un but unique, c'était de se libérer de son acquis culturel, quoi, parce que c'était ça pour lui le frein à la création, quoi. La création, ça devait être une joie, ça devait être voilà, loin de la réussite sociale, de la réussite financière, etc. Et pour ça, il s'appuyait sur, si vous voulez, sur ce qu'on peut appeler d'une manière très simple, sans laisser compliquer l'existence, l'art des fous, quoi. C'est-à-dire une forme de création qui était produite par les gens internés et psychiatriques. Vous voyez, il y a une espèce de... Mais même là, il disait qu'il y avait des systèmes qui s'installaient aussi, parce que un artiste dit l'art singulier, etc., l'art brut, bon, tout ce qui tourne autour de cet art des fous, eh bien, chaque artiste avait son propre système de travail, de pensée, etc. Évidemment, très éloigné souvent des artistes dits classiques, quoi, parce que c'était pas le même schéma intellectuel du tout. En particulier, ce qui les distinguait des artistes traditionnels, c'est que eux n'avaient pas en tête une quelconque réussite sociale ou même picturale, ou toutes ces notions de réussite, de succès, de monnaie, etc. C'était complètement, pour eux, c'était une langue étrangère. Ils n'étaient pas du tout là-dedans. Alors, Dubuffet, il a voulu s'appuyer sur cette innocence, en quelque sorte, pour refonder une espèce
d'histoire de la peinture, hein, quelque chose de totalement nouveau, parce qu'évidemment, depuis pratiquement la préhistoire, les gens qui faisaient de l'art, c'était des gens, soit des gens qui étaient dans la magie, dans les choses comme ça, comme les chamans, etc. Il y avait toujours quand même une espèce de caste qui était, c'était pas le peuple, quoi. Mais là, c'est encore plus loin. C'est le peuple en quelque sorte qui s'est retranché de son humanité. Pas par volonté propre, mais quand même qu'il est complètement retranché de l'humanité. Donc voilà, et il pensait que lui, c'était là que gisait le renouveau de la sensibilité artistique, voilà. Et alors, donc, à la truelle mon Jean, et à quoi? Et au mortier. Et au mortier, voilà. À la truelle et au mortier, c'est une très bonne image pour parler justement de cette espèce de, oui, on peut dire philosophie, parce que ces écrits, ça se rapproche beaucoup d'écrits philosophiques, avec peut-être un français que je trouve un petit peu justement, lui, très académique, un peu lourdingue quand même, mais avec des idées, pour moi, absolument magnifiques. C'est pour ça que je dis que plus on entre dans l'œuvre du Dubuffet, son œuvre écrite, autant que son œuvre peinte, parce que l'œuvre peinte de Dubuffet, c'est la démonstration de ce qu'il écrivait, quoi. On dit pas exactement démonstration, une application, je sais pas, enfin bon. Oui, non, mais ça, c'est très compréhensible, oui. Voilà, de ce qu'il écrivait, mais peu à peu, pour moi en tout cas, j'attache beaucoup plus d'importance à ses écrits qu'à ses réalisations, qu'à son aventure picturale. Je trouve que quand on s'éloigne du choc de la brutalité de certaines de ces périodes, parce qu'il travaillait par série, par période, etc. Il a tout essayé. Il faut se dire qu'après lui, c'est difficile. On peut combiner tout ce qu'il a essayé. Il n'a pas toujours évité les systèmes. Hein, non, mais bien sûr que non. Oui, tout à fait. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible, oui. Sauf que ce qu'il a évité, je crois, ce qu'il a réussi quand même c'est à pas reproduire une espèce d'académisme, quoi. Voilà. Parce qu'il a ouvert tellement de portes qu'on peut vraiment trouver sa provence chez lui. Et si la lecture ou la fréquentation de l'œuvre de Dubuffet vous ouvre pas la tronche, vous pouvez refermer la porte et puis aller planter vos carottes ou vos choux. Oui, mais c'est vrai que ces derniers travaux les plus connus, là, avec cette espèce de cloisonnement, on va dire, noir, comme ça, tu sais, l'ourloupe, ouais. Là, ça, c'est un système, tu vois. Ah, tout à fait. Ça sent la recette à plein pied. Moi, c'est ce que j'aime le moins dans ce qu'il a fait. Non. Oui. Sérieusement. Non, parce que je suis allé à sa fondation, là, hier, dans le Val-de-Marne, là, plusieurs fois. Et vraiment, ça passe pas, quoi. Alors qu'il y a des ateliers, et puis il y a une exposition de ses œuvres picturales, etc. Et là, oui, je m'y retrouve, mais dans son ourloupe, je trouve où je vois qu'il y a un travail considérable qui a été produit, mais c'est tout, quoi. C'est très bluffant, c'est pour les gens qui croient que l'art, c'est faire des choses comme ça, bon, d'accord, mais pas pour moi. Voilà. Très beau au musée d'Unterlinden à Colmar. Ah ouais? Ouais. Évidemment dans le département moderne de la peinture, mais c'est un... Piquet-Cou va en parler tout à l'heure, c'est son époque où il travaillait la matière, justement, à la truelle et au mortier, et on est assez proche d'Eugène Leroy, il y a une espèce de lumière qui jaillit de tout ça. Merci Brel, au passage. C'est pour ça que je crois, nous, enfin, dans cette émission, je sais pas si vous avez remarqué, on est trois et on est un peu en ce moment dans une espèce de fréquentation de quelques artistes contemporains et je pense qu'il y a vraiment un lien avec Dubuffet, même si c'est très éloigné comme réalisation, mais quand même il y a une filiation, où il y a une parenté, je sais pas où ça se situe, entre justement Robert-Roll, Eugène Leroy, et puis alors me regardez pas comme ça avec des yeux de merlan frit, bord d'amour. Enfin, je cause de quoi? C'est Robert-Roll, Eugène Leroy et
Non, mais On attend. ils attendent, ils sont là, ils sucent leur pouce, ils ont On attend, nous on t'écoute, hein, c'est ton papier. Hein. Bon, voilà. Je sais pas, Bernard Lorjou. Et Bernard Lorjou, par exemple, oui. Et puis, Soutine. Et puis, il y en a encore un autre, j'oublie. Enfin, bref. Voilà, tout ça, tout ce petit monde a amené dans l'art pictural, en tout cas, et même sculptural, a amené son petit grain de sel et ça a fait bouger quand même les lignes. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà, bon, ils sont glands. Ils sont là. Mais on suce notre pouce. D'accord, voilà, c'est fini. Alors, vous pouvez arrêter de sucer votre pouce. C'était Bobby Lapointe, la peinture à l'huile. Voilà, un spécialiste, il s'y connaissait, lui. Bon, et au moins il met de la gaieté dans cette discipline qui est quand même assez austère, doit-on dire. Quand vous voyez nos têtes, vous comprendriez. Bon, et puis tout de suite, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Est-il utile de le préciser encore? Oui. Il y a toujours des nouveaux auditeurs qui se pressent au portillon. Bon. Et puis, c'est à Racaille, avec Piquet-Cou à la régie, notre Jean, notre hussard noir à l'histoire de l'art, et à l'histoire de cette émission, surtout. Et puis voilà. Et puis, on va y passer la parole au gars qui va vous causer devinez, je vous le donne Émile, de Lucian Freud. Cette espèce de... Qui c'est qui a pété, là? Non? J'entends des drôles de bruit. Il y a des travaux, il y a des travaux. Excusez-moi. Piquet-Cou nous a enfermés d'ailleurs pour que ça nous perturbe le moins possible, mais manifestement, c'est pas... Non. Il y a des sons qui passent tout de même. Non, pas seulement Lucian Freud. C'est pas exactement Lucian Freud, c'est de la relation... Et Bacon. Lucian Freud-Bacon, c'est ça. Et je vais essayer de le faire sans pratiquement citer de date. Je vais peut-être pas tenir jusqu'au bout, mais enfin bon, je vais essayer. Oui, je peux le faire pour toi. Non, mais tu peux quand même admettre que depuis quelques mardis, je fais des efforts. Oui, non, mais moi j'aime bien quand il y a des dates. Moi j'aime pas les dates, mais quand c'est pas qu'il soit contrariant. Il vient de me dire que sa compagne, chaque fois qu'il changeait de style, il lui disait j'aimais mieux ce que tu faisais.
Enfin bon. Oui. Allez, je me répandrai pas plus que ça. Je me sens quand même assez lyrique en ce petit matin frisquet. Bah, Il fait pas chaud, hein, Robert. Robert. Quand t'es lyrique. Hein, Je fais ça quand t'es lyrique, quand tu fais ta boudeille. j'ai envie de dire, mais je pense que tu vas me casser, que Francis Bacon est le peintre des corps bousculés et Lucian Freud celui des femmes découvertes et des hommes inconsolables. Ah oui, absolument. Ouais, découverte dans le sens exhibé, hein, mise à nu, fouillée. Hein. Si leur relation dura 3 bonnes décennies, tu vois, on a encore un peu de marge, même si je doute qu'on tienne jusque-là tous les deux, elle fut toujours extrêmement complexe. Bah merci, mon Jean. Hein. Bah, des amis de 30 ans, tu sais, vaut mieux qu'on s'arrête à 25. Elle fut toujours extrêmement complexe, hein, cette relation empreinte d'une rivalité féroce, Robert. Hein. La jalousie de Freud, il faut quand même le dire, fut d'ailleurs certainement le moteur principal de leur rupture. Hein. Motivé, là je m'avance un peu, mais je ne crois pas me tromper beaucoup, par le succès phénoménal de Bacon, aussi bien à Paris qu'à l'international, hein, tandis que sa propre célébrité, je parle de Freud, hein, ne dépassait pas les rives de la Tamise. Pendant très longtemps, hein, il a dû attendre en fait la mort de Bacon pour que sa propre cote explose sur le marché, et Dieu sait si c'était important pour lui, cette histoire de cote. Voilà. Pourtant, Bacon, hein, fut la personne qui influença le plus la vie et l'œuvre de Freud. Hein. La façon extrêmement libre et expressive avec laquelle Bacon, tu vois, utilisait la peinture, hein, pour suggérer à la fois émotion, tension ou anxiété, hein, était pour lui le modèle. Il l'est toujours resté. Hein. Les deux principaux représentants de ce qu'on a appelé l'école de Londres, hein, donc Freud et Bacon, hein, ont-ils poussé cette relation qui a longtemps été fusionnelle, hein, jusqu'au rapport homosexuel? D'aucuns qui les ont bien connus prétendent que oui, d'autres qui les ont tout aussi bien connus disent que non, hein, et on ne saura sans doute jamais précisément ce qu'il en fut le chêne, mon cher Robert. Toi, tu vas me dire que oui. Ah non, certainement, parce que tu tenais la chandelle, mais ça, c'est une information. Bah justement, puisque je te laisse, je t'arrête que non. Bon, à mon avis aussi. Et on sait que Bacon parlait de Freud un peu comme il l'aurait fait d'une drag queen, tu vois. En disant simplement... Tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'une drag queen? Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une drag queen. Moi j'ai un auditeur on a un auditeur qui a 70 ans passés, un vieux stalinien, je suis pas sûr qu'il sache ce que c'est qu'une drag queen. Un stalinien ne saurait pas ce que c'est qu'une drag queen avec toutes celles qu'il y avait au Kremlin. Non, tu déconnes. Bon. Non, je crois pas avoir besoin de préciser ce que c'est. En disant simplement elle. Quand il parlait de Freud, hein, il disait « elle », tu vois, avec un « e » majuscule tout de même, hein, de manière à la fois acerbe et désobligeante, hein, mais également teintée d'affection et d'admiration. Elle, déclara-t-il ainsi lors d'un dîner huppé à la Lady, me demandez pas son nom, hein, qu'il avait organisé, n'est pas gay, pour la seule et bonne raison qu'il n'en a pas les moyens, n'ayant pas grand-chose dans la culotte. Bon, c'est pas d'une subtilité, on va dire, très élaborée. Bacon n'était pas très subtil. Non, il n'était pas très subtil. Coup de pied de l'âne, hein, qui prouve au moins que Lucian Freud était, et son pouvoir de séduction, hein, apparemment intense, hein, était au centre de bien des conversations. Je dis pouvoir de séduction parce qu'il a reconnu 14 enfants, mais c'est vrai que quand il était jeune, je pense qu'il y en a beaucoup plus dans la nature, ouais. Et puis bon. Lucian avait une histoire avec tous ceux et surtout toutes celles qui lui tombaient sous la main, confiera plus tard l'une de ses amies. Hein. Une anecdote illustre assez bien, je vais dire, la rivalité entre les deux peintres. Hein. Entouré d'une véritable cour, comme il l'était presque constamment, hein, Francis Bacon visitait une exposition où étaient exposés des autoportraits de Lucian Freud. Il y en a des superbes quand même, il faut le dire. Hein. C'est bon. Wouhou déclare Bacon, hein, elle ne se martyrise pas autant que ses autres modèles. Déclara donc Bacon sous les éclats de rire. Hein. Freud fit alors son entrée et les rires cessèrent immédiatement, je crois. Il était assez vindicatif, le Gus. Il ne sut jamais, en fait, ce qui venait d'être dit. Hein. Voilà. Mais enfin, malgré sa jalousie, il volait
au secours de Bacon dès que celui-ci était attaqué par d'autres que lui. Hein. Ainsi, il cassait la figure d'un petit ami du peintre qui s'en était pris à celui-ci dans la rue. Hein. Victime consentante et je vais dire assez classique, Francis Bacon le réprimanda vertement et la brouille entre eux dura quelque temps. Hein. Ça m'est arrivé aussi un jour. Il y a une femme qui se faisait massacrer par son mec, je m'en suis pris au mec. Je veux dire, après je me suis retrouvé avec les deux, sur le dos, surtout elle, parce que lui il en restait pas grand-chose, mais oh là là, il a fallu que Francine s'en mêle pour me sauver les griffes de la furie pour laquelle il n'était pas question que, tu vois. Il y en a quand même quelques-unes comme ça, ou quelques-uns même. Voilà, durant les 3 décennies que dura leur amitié, parce que c'est vraiment le mot quand même qu'il faut employer malgré tout ce que je viens de vous raconter, ils se virent presque quotidiennement, et Bacon réalisa pas moins de 19 portraits de Freud, alors que celui-ci ne le peignit en retour que 2 fois. Mais c'est un laborieux de la peinture, Freud. Il pouvait reprendre une toile comme ça pendant plusieurs années, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Bacon. Il était plus dans la spontanéité, on va dire, voilà. Je précise au passage que le plus ancien et le plus célèbre de ces 2 portraits fut volé à Berlin en 1988. Je crois que j'en ai déjà dit un mot dans cette émission. Et n'a jamais réapparu depuis. Un critique eut quand même le temps de le comparer, ce portrait, à une grenade d'une fraction de seconde avant l'explosion. Ce qui me semble un petit peu excessif. On va dire bien que ce soit quand même un portrait assez saisissant. En 1996, pour une grande rétrospective de l'œuvre de Bacon, c'était 4 ans donc après sa mort, le Centre Pompidou demanda à Lucian Freud de prêter un tableau du peintre en sa possession, et qui était suspendu depuis des années dans sa chambre. Tout figure, je crois qu'il s'appelle ce tableau, mais j'en suis pas très sûr. Celui-ci, Freud, opposa un refus catégorique et néanmoins poétique au motif qu'il n'était pas question d'en accrocher un autre à sa place en attendant, tu vois, et qu'il serait pour lui beaucoup trop déprimant de regarder un clou. Ils ont proposé du fric et tout, il n'y a rien eu à faire, tu vois. Pour des trucs comme ça, il était vraiment trop marrant. Il avait d'ailleurs, Lucian Freud, vendu le tableau longtemps auparavant dans un moment de dèche, si tu veux, et ne l'avait jamais livré à sa nouvelle propriétaire. Le plus beau, tu vois, c'est qu'elle a été obligée J'avais oublié ce détail, mais je m'en rappelle maintenant. Le plus beau, c'est qu'elle avait été obligée plusieurs fois d'aller le récupérer chez des prêteurs sur gage. Elle versait le fric, et lui ensuite, il venait bouffer chez elle. Il repartait avec le tableau sous le bras. Aujourd'hui, elle raconte l'anecdote en rigolant, mais je pense que sur le coup, tu vois, voilà. En tout cas, si entre Freud et Bacon, c'était pas de l'amour, c'était au moins de la rage. Voilà, mon cher Robert. Magnifique, ça me réconcilie avec les deux. Avec les deux. Oui. Avec elle et lui, tu veux dire. Oui, c'est ça. On a 20 ans, le cœur et l'homme tout en bas de Clément. Sans savoir où, nous filons comme des fous. Aujourd'hui, dans une auto, on a bien notre ami, on s'y chante sur le tour, l'impressionnable chanson. Voilà ce qu'il y a.
C'était Charles Trenet, avoir un bon copain. Oui, il faut vraiment... On ne reconnaît pas du tout. Hein. Non, on a du mal. Non, ouais. C'est très... En tout cas, une idée géniale hein, pour illustrer le papier Paul Bacon. C'est décalé à souhait. Bravo Piquet-Cou. Mais enfin, j'ai souvent des compliments à te faire en la circonstance. Non, mais sur Radio Libertaire, oui, vous y êtes encore. Il est quelle heure 12 heures quand même. La voix de la Fédération anarchiste, le 100 sans mettre sans pub, à Racaille, Piquet-Cou, Jean et ma pomme. Pour tout de suite à Piquet-Cou, vous cause dans le poste d'Eugène Leroy. Voilà, c'est un peintre des empattements, donc que Jean nous avait fait découvrir l'an dernier. Eugène Leroy, donc qui est né en 1910 à Tourcoing et mort en 2000 à Wasquehal, je ne sais pas trop comment on dit. Donc un peintre dont nous vantons souvent le travail chez Arracaille. Eugène Leroy dessine depuis l'âge de 15 ans. Il est formé à l'école des Beaux-Arts de Lille, puis à la Grande Chaumière à Paris, avant de retourner vivre et peindre dans le Nord. C'est la peinture qui m'a fait aimer la vie, Rembrandt le premier. Eugène Leroy travaille la peinture, il applique couche après couche, il enfouit l'image sous la matière pour parvenir à une occultation qui semble complète. Mais de l'amas de matière et de couleurs émerge une figure, un paysage, un portrait, un nu. Et c'est cet amas qui permet que la peinture soit totalement elle-même. Jean Clair écrit de lui qu'il veut saisir non la ressemblance, mais au contraire l'indéfini, l'insaisissable, l'imprévu. Il faut se déplacer devant les toiles d'Eugène Leroy, tout près donc pour voir ces épaisseurs de matière juxtaposées, des coulées de couleurs épaisses jusqu'à plusieurs centimètres, puis se reculer peu à peu pour voir émerger le sujet d'entre les coulures et les amas, et regarder longuement et attentivement, car peut se dissimuler encore un visage jusqu'alors inaperçu. Eugène Leroy a 2 ou 3 pinceaux à la main, il prend quelques couleurs sur la planche, grande comme une table qui lui sert de palette, et les pose sans les mélanger sur la toile, en résonance avec la lumière. Il expose à Paris en 1954 avec Sam Francis et Serge Poliakoff, puis en 1957 au musée de Tourcoing. Il s'installe à Wasquehal dans une maison atelier, ce qui lui permettra de faire évoluer le format de ses œuvres. En 1961, à l'occasion d'une exposition à la galerie Claude Bernard, Georges Baselitz découvre la peinture de Leroy et devient de ses collectionneurs. En 1964, il entame un travail de gravure qu'il poursuit jusqu'en 1972. Et en 1988, le musée d'art moderne de la ville de Paris lui consacre une première rétrospective. La peinture d'Eugène Leroy est définitivement reconnue. Il a 78 ans. Il s'est confronté tout au long de sa vie aux œuvres et aux artistes, aux maîtres anciens, de même aux modernes et aux contemporains. Son parcours est jalonné de voyages et de rencontres dans les musées européens et américains. Et pour Eugène Leroy, la visite d'un musée n'est pas une messe. Il se sert du musée à sa manière, le maltraite pour lui faire rendre ce dont il a besoin pour son art. En 2009, la famille d'Eugène Leroy fait une donation au musée des Beaux-Arts de Tourcoing, comprenant donc des tableaux, des sculptures, des carnets de dessin et des gravures, soit près de 600 œuvres. Oui, absolument, le MUBA de Tourcoing, voilà, qui est construit autour de la donation Eugène Leroy. Vous m'avez envoyé de votre périple une petite carte postale que j'ai mis chez moi. Oui. Et ça fait toujours le même effet, les gens s'approchent, j'adore regarder ça, quoi. De loin. Il y a une... Et ça marche sans doute comme ces tableaux, d'ailleurs. On a envie d'aller voir de près. Et il y a un petit film, malheureusement, complètement pourri, sur YouTube, et de 30 minutes, quoi. Ouais. C'est dommage, parce que justement, on voit son atelier, c'est un bordel. Alors, Bacon, ils sont en concurrence, tous les deux. Mais même en noir et blanc, de voir ces peintures qui sont là, des toiles qui sont... ça fait vraiment rêver, quoi. Ces amalgames, c'est extraordinaire. Ouais, c'est très, voilà. Et il y a un film qui va sortir, par contre, qui sera en vente, d'abord, je pense, au MUBA, puis après sur le net, probablement, sur, vous savez, ces grandes enseignes du net qui vendent par correspondance. Un film qui durera plus d'1 heure, je crois. Qui va durer un peu plus d'1 heure, en fait, qui a été faite donc par sa dernière compagne, la Marina Bourdoncle. Ouais.
et qui comprendra peut-être ces 30 minutes, parce qu'apparemment ce film de 30 minutes c'était déjà ses images à elle, mais il sera peut-être plus travaillé, il y aura peut-être plus de... Là il manque, c'est vrai que dans ces 30 minutes ça manque un peu d'une Moi, certaine ça m'a énergie. foutu le blues plutôt qu'autre chose. Une très belle phrase dans ton papier, Piquet-Cou. Il faut s'approcher tout près de la toile, puis se reculer peu à peu pour voir émerger le sujet d'entre les coulures et les amas. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On y retournera. Il est facile d'accès, ce musée, un TGV Paris-Lille, le métro, et on est directement au musée. Quoi. D'accord. Et on est tout seul dans le musée. Et on en profite pour aller voir la piscine à Roubaix, le musée des Beaux-Arts à Lille. Ouais, la piscine de Roubaix, c'est un endroit génial. 3 musées dans un secteur quand même assez réduit qui sont vraiment... Allez-y l'été plutôt, parce que nous on y est allé l'hiver, failli mourir de froid, j'ai failli perdre un chapeau. Ça fait quand même beaucoup. C'est l'aventure. L'autre jour, mon beau-frère, il s'amène à Amazon. Il me dit comme chat Marcel, dit qu'il a jamais sorti. Demain, je vais à Paris, si t'es veux venir, viens avec moi. Ben, c'est que j'ai au compte un ami qui ne sont jamais sorti. Plus loin que ma patelin, enfin, j'allais Paris. Invitera à toucher musée, pareil que chez Bio à Ville. Lendemain, nous la partie, main, bio-frère et me sœur Pimi. Au sommes arrivés, sous le coup de 10h30. Et le premier truc à faire, il me dit, j'ai d'aller boire un demi. Car pour un ch'timi, ce qui compte, j'ai un demi. Quand un ch'timi est sorti, quoi qu'il vaut, à vous avis, il vaut un demi. Il vaut un demi. Quand un ch'timi est un hache, pour s'ardonner du courage, il vaut un demi. Il vaut un demi. Et puis le jour, elle chara mal, pour sa remonter sa morale, il vaut un demi. Il vaut un demi. Une pression, un jus doublon, quand chamousse, j'ai tout dit bon, il vaut un demi. Il vaut un demi. D'un premier café, au somme rentré, un homme, un noir et blanc, il s'amène sous nous, et il nous dit comme chat, on sait monsieur dame, qu'est-ce que ce sera? Et ben mancholoute, t'es va nous mettre trop de mie. Il me ravite un drôle d'œil, il n'a rien compris. Prendre ses coups, j'ai dû dire que ce qu'un flot, j'ai trop de mie. Car pour un ch'timi, ce qui compte, j'ai un demi. Quand un ch'timi est sorti, quoi qu'il vaut à vos avis, il vaut un demi. Il vaut un demi. Quand un ch'timi est un hache, pour s'ardonner du courage, il vaut un demi. Il vaut un demi. Et puis le jour avec Charamal, pour sa remonter sa morale, il vaut un demi. Il vaut un demi. Une pression, un jus doublon, quand chamousse, j'ai tout dit bon, il vaut un demi. Il vaut un demi. Quand un ch'timi est sorti, quoi qu'il vaut à vous avis, il vaut un demi. Il vaut un demi. Quand un ch'timi est un hache, pour s'ardonner du courage, il vaut un demi. Il vaut un demi. Et puis le jour avec Charamal, pour sa remonter sa morale, il vaut un demi. Il vaut un demi. Une pression, un jeu doublon, quand chamousse, j'ai tout dit bon, il vaut un demi. Il vaut un demi. Une pression, un jeu doublon, quand chamousse, j'ai tout dit bon, il vaut un demi. Il vaut un demi. C'était Renaud, il vaut un demi. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, Piquet-Cou, Jean et ma pomme, et tout de suite, je ne sais pas qui c'est qui va s'y coller des deux, comparse sur les expos à ne pas mancher. Allez, c'est moi qui commence. C'est notre Jean qui s'y colle. Bon. Vous imaginez pas ce que ça coûte à Piquet-Cou de nous passer du Renault. Hein. Le mec qui fait de la pub pour la bière. Ils ne peuvent pas savoir. Portable. C'est terrible pour elle. Hein. Ouais, oui, ça, mais bon, elle a rien trouvé. Pour illustrer Eugène Leroy, on parlait des Beaux-Arts de Lille. Voilà, ça c'est la réouverture du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Hein. Magnifique ce musée. Ouais. C'est les entrepôts, non? Musée des Beaux-Arts, c'est le 20 cours d'Albret, effectivement, 33 000 Bordeaux. Hein. Alors la réouverture complète du musée est l'occasion de redécouvrir la richesse de ses collections, hein, avec un accrochage entièrement revu, des espaces rénovés et une entrée gratuite pour tous. Bah voilà qui est bien. Robert. Ouais. Voilà.
Et c'est une mairie. Et qui c'est qui prend les devants là-dessus? Alain Juppé, non. Ouais, non. Ouais. Enfin, il sait ce que c'est que la gratuité. Non, enfin, je peux pas. Alors, quelques exemples. Tarquin et Lucrèce de Titien, le martyr de Saint-Georges de Rubens, la Vierge à l'enfant de Cortone, et la chasse au lion d'Eugène de la Croix, qui sera irrémédiablement amputé de sa partie supérieure lors d'un incendie. Un dessin préparatoire permet de l'apprécier aujourd'hui. Ça, c'est une belle démarche aussi. On citera également Rolade Henri Gervex, un tableau refusé au salon de 1878 pour son immoralité, Robert. Odilon Redon avec 60 œuvres. C'est pas ma tasse de thé, mais j'imagine pas non plus celle de Robert, ni de Piquet-Cou d'ailleurs. Dont un étonnant Saint-Sébastien d'Odilon Redon aux couleurs turquoise et violet. Oh, quelle surprise! C'est assez curieux. On peut aimer ou pas. Albert Marquet avec 122 œuvres, dont Le Sergent de la Coloniale, ainsi qu'André Lotte avec 82 œuvres, mais aussi des peintures de Largillière, Latour, Natoire, Chardin, sans oublier le pompier préféré de mon camarade, William Bougreau. Personne n'a oublié le papier qu'il nous avait fait sur ce personnage. Voilà, c'est de la superbe peinture, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, au total, un fonds qui compte aujourd'hui 2500 peintures, 5000 œuvres sur papier et 500 sculptures. Et je laisse enfin la parole à Piquet-Cou. Alors moi, je vais vous parler d'une expo dont on a déjà parlé, mais depuis on y est allé, donc on peut en reparler avec encore plus de plaisir. C'est Marian, la ménagerie humaine, donc au musée d'art du judaïsme, 71 rue du Temple, dans le 3e arrondissement, jusqu'au 9 février 2014. À travers sa peinture et ses dessins peuplés de juges, de gardiens de camp, d'inquisiteurs, de bourreaux, d'une pauvre humanité aux masques effrayants de clowns ou de victimes, Marian, de son vrai nom Pinchas Bernstein, donc né en 1927 et mort en 1977, donne à lire ses visions, ses passions, son théâtre de l'absurde et de la cruauté. Une œuvre expressionniste, puissante, tragique et grinçante. Ce prodigieux dessinateur, également peintre et lithographe, formé aux Beaux-Arts de Paris, notamment auprès de Fernand Léger, refusait que son œuvre soit réduite à sa seule histoire, celle d'un homme né en Pologne dans une famille juive traditionnelle, qui a passé son adolescence dans des ghettos, des camps de travail, des camps de concentration, seul survivant de sa famille et lui-même miraculeusement rescapé après avoir été fusillé par des types de la Gestapo complètement sous qui l'ont raté. Ouais. Pourtant lui-même le reconnaissait, tout ce que je fais est forcément autobiographique, je dois être moi dans chaque couleur que j'applique sur la toile. Ouais. Eh oui. Ouais, c'est assez tragique. Mais une bon. très belle expo. Ouais, très belle expo. Mais alors, le seul inconvénient, il faut le relever quand même de ce musée, c'est qu'il y a à l'entrée une fouille. Mais alors, c'est vraiment parano là. Ça angoisse un peu quand même. Donc vous laissez vos cure-dents, vos couteaux suisses chez vous, vos fourchettes, enfin tout ce qui est susceptible d'être gardé à la clé. Alors, vous êtes prié de laisser vos bombes à l'entrée. Ton Robert arrive discrètement avec des badges partout, un t-shirt sur le... C'est quand même curieux. Ouais, c'est curieux. C'est marrant, même quand on arrive ici, j'ai envie de te fouiller, moi, pour être sûr. Il est con. Mais enfin, pour d'autres raisons, peut-être également. Par contre, là-bas aussi, il y a un petit film, un quart d'heure d'un petit film poignant sur son histoire. Ouais, insupportable, oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Bon, tout n'est pas non plus, il faut faire la part des choses, tout non plus n'est pas génial dans son travail non plus. Il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. Voilà, bon. Tous les artistes. On peut dire de beaucoup d'artistes. Voilà, absolument. Faut pas y aller avec la bouche ouverte et tout ça en pensant que vous allez voir des trucs géniaux. Mais il y a des trucs qui sont vraiment étonnants. Voilà. Bon, on va passer aux œuvres de notre cher F1. 12h17, il est temps. Les éditions du Monde Libertaire d'abord. Un bouquin de Benoît Ray. En 1958, Benoît Ray vient tout juste de terminer son apprentissage de typo quand il est appelé sous les drapeaux. Le titre du bouquin, c'est Benoît Ray. Bon. Il a la vingtaine, le cœur en révolte et hésite car à cette époque, il a la guerre d'Algérie à la clé. J'y vais pas, se dit-il en lui-même, parce que l'atelier, ses camarades en parlaient d'abondance.
Ouais, chez les typos, ça devait faire les conversations, c'est sûr. Parce qu'il avait participé à plusieurs manifs contre la guerre, parce que son meilleur pote lui conseille de déserter. Il n'est pas tout à fait sans savoir, mais il a envie d'aller voir. C'est marrant, j'avais le même réflexe, moi. Quelques mois de classe en Allemagne, où il se fait remarquer en éditant à Brûlot, l'arme à gauche, et ses directions toutes, l'Algérie dans un bataillon semi-disciplinaire, oui. Ben voilà. C'est ce qui m'est presque arrivé, mais moi, ils n'ont pas voulu me laisser partir. Au prix de 2 €, bon, ça vaut pas le coup de s'en priver, voilà. Puis, après, ça, c'est une œuvre de la Fédération anarchiste, la maison d'édition du Monde Libertaire. Le Monde Libertaire, par contre, lui, c'est pas une maison d'édition, c'est le bouquin, c'est le magazine, l'hebdomadaire, enfin, il faut que je me reprenne, qui a besoin, évidemment, d'abord de lecteurs et d'abord d'une bonne base qui peut être procurée par votre abonnement à cet hebdo de la Fédération anarchiste où vous pourrez vraiment trouver votre provende d'informations, de textes littéraires, etc., etc. Vraiment, c'est un hebdo qui peut vous donner envie de changer les choses. Et cet hebdo est accompagné d'un hors-série et d'un quinzomadaire, et vous pouvez trouver tout ce petit monde à la Librairie Publico, dont on vous parle ici tous les mardis, et qui est vraiment pour nous un lieu très 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 cher et très important aussi. Vous avez Laurent qui peut vous accueillir, le permanent de service, pour vous guider dans cette petite boutique où il y a plein de choses à voir, à acheter aussi si vous avez de la thune, voilà. Et puis vous avez Radio Libertaire que vous écoutez en ce moment, la radio de la Fédération anarchiste, donc sans Dieu, sans maître, sans pub, je le rappelle, qui tourne 24 heures sur 24 avec une centaine d'émissions. C'est la radio de la FA, évidemment, qui émet depuis Paris et diffuse aussi sur Internet. Ça, vous pouvez trouver ces informations sur notre blog, dont Jean vous rappellera tout à l'heure les coordonnées, parce que c'est là que vous pouvez aussi trouver tout ce qui s'est dit dans cette émission et tout ce qui s'est chanté aussi. Voilà. Alors Radio Libertaire, elle a aussi besoin, comme toutes les œuvres de la Fédération anarchiste, elle a besoin de votre soutien d'abord en écoutant la radio, en visitant la Librairie Publico, en achetant ces magazines. Et pour ce qui nous occupe là tout de suite maintenant, c'est de la thune pour la maintenance du matériel principalement, puisque toutes les émissions sont faites par des bénévoles. Voilà, ils prennent tout en charge, s'ils achètent des disques, tout ça c'est pour leur gueule, alors vous inquiétez pas. Ils participent eux aussi financièrement et largement à la radio, au fonctionnement de la radio, et ils espèrent que les auditeurs qui aiment bien cette voix puissent aussi participer, si vous voulez, au soutien logistique de cette radio, en prenant une carte d'auditeur qui coûte 20 € à la Librairie Publico, à notre camarade Laurent, qui, quand vous entrez tout de suite à droite, un petit bureau, et il vous donnera tous les renseignements possibles, il vous filera la carte en échange de vos thunes, etc., etc., voilà. Et on vous remercie d'avance de votre participation et de votre fidélité. Ça, c'est un grand moment d'histoire de la radio, ça. Et puis voilà, je crois que j'ai tout fait. La radio, la librairie, le Monde Libertaire, et les éditions du Monde Libertaire, les 4 œuvres de la Fédération anarchiste qu'on vous demande, si vous en avez la possibilité, évidemment, on ne demande pas à ceux qui sont zonards déjà de participer, mais s'ils nous écouter, ils peuvent, c'est gratuit. Et puis autrement, participer, oui, financièrement à la pérennité de cette radio, à la pérennité des œuvres de la Fédération anarchiste en général. Ouais, c'était... Et sans chenin, hein. Sans chenin, qui sent la noisette, voilà. Bon. Et puis pas de resto à midi non plus. Ça, c'est moins drôle parce qu'il y avait du pot-au-feu à l'artiste. La gueule à Jean. Oh non, mais... Ah oui, moi je peux pas aujourd'hui. Je dois aller consulter. Bon. Voilà, alors... On n'en dira pas plus. Ah non, la vache, un pot-au-feu, vous vous rendez compte. Bon, moi je vous dis salut pour ma part à moi-même, toute seule.
À la prochaine et merci de nous avoir écoutés. C'était Arakai sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Salut. Au revoir la semaine prochaine. Je termine avec un morceau de musique qui s'appelle le Grand Lustucru, un morceau de Kurt Weill, qui est interprété par Nathalie Milon et Sylvie Dunay au piano. Ça, Nathalie Milon, c'était l'invitée qu'on a reçue la semaine dernière, donc c'est un extrait de leur spectacle Coquetterie posthume. Et il n'y a pas d'annonce pour Publico, non? Oui, un spectacle, on a vu, en tout cas, bon, le local, il faut dire que c'est une boîte de chaussures, hein, mais ça manquait d'espace parce que la chanteuse, je veux dire qu'elle a un organe particulièrement développé. Le piano, un piano, ça fait quand même aussi du bruit, et si ça n'a pas de l'espace pour un peu se répandre, se diluer, etc., c'est dommage parce que le spectacle, il valait mieux que ce qu'on en a perçu. Bon, en tout cas, je laisse écouter ce morceau qui m'a beaucoup plu.